Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo traditionnelle de rentrée où je vais proposer des sujets de recherche pour collégiens et lycéens au sein de l'association Matangins. Donc voilà, cette vidéo est destinée aux étudiants outre-Atlantique qui doivent travailler dans les lycées français des États-Unis, d'Amérique du Nord d'ailleurs, il y a aussi au Canada, donc il ne faut quand même pas que... Ok, et donc libre à vous et libre à tout le monde de chercher les sujets si ça vous intéresse, et si vous trouvez des solutions, si vous voulez savoir si c'est juste ou pas, vous pouvez m'envoyer un mail à matadulte@gmail.com. Je me ferai un plaisir de commenter toutes vos réponses. Par contre, si vous êtes sympa, vous ne mettez pas les réponses en commentaire, d'accord, pour laisser aux jeunes le plaisir de découvrir par eux-mêmes les solutions. Ok, allez, on commence tout de suite. Alors déjà, je vais vous dire les premiers sujets, c'est plutôt au niveau collège. J'ai commencé par des sujets qui ne demandent pas beaucoup de mathématiques, qui risquent d'être un peu simplistes pour des lycéens. Et puis au fur et à mesure que ça monte, voilà, à partir du sujet 5, 6, on peut les faire au collège et lycée. Et puis les derniers sujets, c'est plutôt pour les lycéens. Ok, donc voilà, j'ai essayé de graduer un petit peu pour c'est pas la difficulté en fait, c'est plus le niveau de mathématiques qu'il faut connaître. En tout cas, dans les solutions que moi j'ai imaginées, les choses mathématiques, les prérequis qui sont utiles, qui peuvent être utiles, voilà. Donc c'est plutôt la première partie pour les collégiens, plutôt la seconde partie pour les lycéens, mais tout le monde peut chercher tout, on ne sait jamais. Il n'y a rien qui est vraiment impossible. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Donc le premier, les vaches gourmandes. Donc on imagine que Pierre a des vaches qu'il met dans un enclos et que ces vaches, elles mangent tous les jours la même quantité d'herbes, d'accord, elles sont bien standardisées, etc. etc. Et donc voilà, tous les jours, une vache mange la même quantité d'herbe. Et donc il prend son enclos avec ses vaches, il met 6 vaches dedans, ok, puis il les laisse brouter et il se rend compte que pile au bout de 3 jours, les vaches ont tout mangé. Ok, les vaches ne mangent pas la nuit, on va dire, elles mangent le jour, voilà. 3 jours se passent, il n'y a plus d'herbe. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les vaches, puis il attend quelques jours que l'herbe repousse. L'herbe est revenue à son niveau initial, et cette fois, au lieu de remettre 6 vaches, il n'en met que 3. Ok, donc voilà, il met 3 vaches dedans, et puis il se dit, donc on va les laisser manger. Et là, voilà, elles mangent, et puis en fait, pour que l'herbe arrive à ras, il se faut 7 jours. Elles arrivent à manger pendant 7 jours. Alors Pierre est étonné. Il s'attendait à 6 jours. Qu'est-ce qu'il a oublié? C'est la première question. Pierre est étonné, il est surpris. Et donc, qu'est-ce qu'il a oublié? Alors, je vous laisse mettre sur pause si vous êtes prof, là. Laissez les élèves réfléchir un petit peu. Il y a peut-être qu'on trouve instantanément qu'est-ce que Pierre a oublié. Et puis, donc voilà, vous réfléchissez à ça. Une fois que vous avez trouvé, hop, vous remettez la vidéo. Allez, c'est parti. Bon, je considère que vous l'avez fait. Et donc, ce qu'a oublié Pierre, c'est que l'herbe repousse tout le temps. L'herbe n'attend pas qu'il n'y ait plus de vaches pour pouvoir repousser. Et donc, quand il y avait 6 vaches, l'herbe poussait un petit peu au fur et à mesure qu'elle mangeait. Et quand il y a 3 vaches, elle pousse plus. Du coup, les vaches ont plus de temps à manger. Donc, l'herbe a eu plus le temps de repousser. Elle a eu le temps de repousser pour avoir un jour de nourriture supplémentaire. Et donc, au lieu de mettre 6 jours à tout manger, elles ont besoin de 7 jours. Ok, et donc maintenant, en utilisant ce paramètre de la poussée de l'herbe, qu'il va falloir déterminer d'une façon ou d'une autre, si on met qu'une seule vache, combien de temps elle va pouvoir manger? Est-ce qu'elle va pouvoir manger indéfiniment? Est-ce qu'elle va pouvoir manger un certain nombre de jours, etc. Avant qu'il n'y ait plus d'herbe? Voilà, à vous de déterminer ça. Ok, très bien, sujet suivant. Donc c'est un marchand d'œufs qui passe dans un village et qui est bousculé par un habitant. Et tous ses œufs tombent par terre et se fracassent par terre. Et donc il va demander réparation au chef du village. Et là, le conseil du village dit, d'accord, mais t'as combien d'œufs? Et là, il leur pose une énigme pour déterminer le nombre d'œufs. Il leur dit, voilà, si je les compte 2 par 2, il en reste 1. Si je les compte 3 par 3, il en reste 2. Si je les compte 4 par 4, il en reste 3. Si je les compte 5 par 5, il en reste 4. Si je les compte 6 par 6, il en reste 5. Donc là, c'est des boîtes de 6. On peut dire, voilà, toutes les boîtes étaient pleines, sauf une où il n'y avait que 5 œufs. Et si je les compte 7 par 7, alors il n'y en a plus. Donc autrement dit, j'aurais pu faire des boîtes de 7, sauf qu'on ne fait pas des boîtes de 7. Mais c'était son nombre d'œufs, et donc c'est un multiple de 7. Ok, voilà, alors on imagine bien qu'il n'a pas 1000 œufs, qu'il n'a pas 500 œufs. Vous voyez qu'il faut être raisonnable au niveau de la taille des œufs. Mais voilà, il faut me trouver combien d'œufs il pouvait, quelles sont les possibilités d'œufs. Alors vous allez voir, parce qu'on peut trouver des grands nombres, mais bon, le plus petit nombre raisonnable qu'il pouvait avoir le marchand dans son panier.
Ok, puis si vous avez résolu ça facilement, eh bien je change. Imaginez qu'ils disent par exemple comme 2 par 2 il n'en restait pas, 3 par 3 il en restait 1, 4 par 4 il en restait 3, 5 par 5 il en restait 2, enfin n'importe quel nombre, est-ce qu'on peut toujours trouver ou pas? Voilà, voilà. Ensuite, alors les rectangles dans le carré, donc considérons un quadrillage comme ça de 10 cases par 10 cases, ok. Si vous trouvez, vous pourrez prendre des tailles plus grandes, enfin bon. Commençons par 10 cases par 10 cases. Jean-Baptiste dit à ta blanche, je pense qu'on peut tracer au moins 2026 rectangles en suivant les traits du quadrillage. Blanche n'est pas d'accord avec lui. Alors je vous explique ce que ça veut dire. Hein, voilà. Un rectangle, ça veut dire c'est ça, ça peut être un carré, hein, ça peut être ça, ça peut être ça. Vous voyez, vous prenez des traits là, je cloque, vous tracez un rectangle. D'accord? Donc il y en a un autre là. Enfin, vous voyez, on les prend un par un, ils ont le droit de se toucher. Enfin, vous voyez, j'aurais pu prendre hop ici, toc, 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 ça en fait un, voilà, jusqu'au bout. Je peux prendre la première rangée, je peux prendre. Voilà. Toutes les façons d'avoir des rectangles là-dedans. Ok? Et donc la question, bah, c'est qui a raison entre les deux et combien on peut tracer de rectangles dans ce carré. Ok? Et donc si vous réussissez à répondre à cette question-là, vous pourrez aussi faire soit des quadrillages plus grands, pourquoi pas, soit éventuellement combien de parallélépipèdes on peut trouver dans un cube. Imaginez un cube de 10 par 10 par 10 et on prend des pavés, donc l'analogue des rectangles mais en 3 dimensions, combien on peut en faire, ouais. Ce genre de questions-là. Ok. Ensuite, le métro. Alors, donc on suppose qu'on est dans un métro où chaque station de métro, elle peut avoir une ligne, 2 lignes, 3 lignes ou 4 lignes qui permettent d'aller dans d'autres stations de métro. Ok. Et donc ma question, c'est combien de stations de métro je peux relier comme ça. Alors si je veux que je puisse aller de n'importe quelle station de métro à n'importe quelle autre en une étape, eh ben, on peut en avoir que 5. Bah oui, elle peut être reliée que à 4. Et effectivement, voilà, j'en ai une, je peux la relier à 4. Et chacune de ces 4, je peux les relier à chacune des autres. Hein. Vous pouvez regarder, là je peux passer de n'importe quelle station à n'importe quelle station en un coup. Ok, donc ça c'est pas très dur de voir ça. Voilà, si on était ensemble, je l'aurais laissé chercher, mais bon. Ok, donc maintenant la question c'est plutôt si j'accepte qu'il y ait 2 étapes. Ok, que je puisse aller de n'importe quelle station en maximum 2 arrêts. Alors combien de stations je peux mettre? Voilà. Et puis après 3 arrêts. Combien de stations on peut réussir à mettre? Et ainsi de suite. Hein. Si je veux n étapes, combien de stations? Est-ce que vous pouvez me trouver le nombre de stations qu'on peut mettre en fonction du nombre d'arrêts que j'autorise entre chaque station? Maximum. Hein. C'est-à-dire que si je dis 2 arrêts, on a le droit d'y aller directement. C'est maximum 2 arrêts. Hein. Ok. On n'est pas obligé de mettre. Vous voyez, il y a forcément une station. Quand je fais 2 arrêts, il y en a bien une que je fais en un coup. D'accord? Donc il y a forcément des stations qui sont reliées en un coup. Mais voilà, si je veux pouvoir relier toutes les stations en maximum 2 étapes, combien je peux en mettre? Voilà, voilà. Ensuite, alors nous vidons sur la table une boîte de 250 allumettes. Ok, alors c'est un jeu qui se joue à 2. Donc le premier joueur, il choisit un nombre comme il veut, sauf 250. Il n'a pas le droit de tout prendre les allumettes d'un coup et de dire ah j'ai gagné. Non, ça d'accord. Il prend un nombre d'allumettes, alors par exemple 37. Ok. Alors le deuxième joueur, il peut choisir de prendre un certain nombre d'allumettes dont le maximum c'est le double de ce qu'a dit le joueur d'avant. Le premier joueur, s'il a dit 37, eh bien, il ne peut pas dépasser 74, qui est le double. S'il avait dit 4, il ne peut pas dépasser 8. Il peut prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Ok? Voilà. Il prend ce qu'il veut, mais il n'a pas le droit de dépasser le double de ce qu'a dit le premier joueur. Ensuite, le premier joueur rejoue à son tour, et il n'a pas le droit de prendre plus d'allumettes que le double de ce qu'avait dit le deuxième joueur. Et ainsi de suite, à chaque fois, on n'a pas le droit de dire plus que le double de ce qu'avait dit le joueur d'avant. Par exemple, si le premier joueur a dit 4, le deuxième il doit un nombre plus petit que 8, peut dire 7. À ce moment-là, le troisième doit dire un nombre plus petit que 14, il peut dire 14. Et puis du coup, le suivant peut dire un nombre plus petit que 28, par exemple 25. Et puis ainsi de suite. Et puis voilà, le but c'est de ramasser la dernière allumette. Ok? Et donc la question c'est est-ce que le premier joueur il peut trouver une méthode pour être sûr de gagner? Pour prendre, voilà, avec 250 allumettes. Est-ce qu'il y a des nombres pour lesquels c'est le deuxième joueur qui est sûr de gagner? Ou est-ce qu'il y a d'autres nombres pour lesquels le premier est sûr de gagner? En gros, en fonction du nombre d'allumettes, est-ce que c'est toujours le premier qui gagne, toujours le deuxième qui gagne, ou est-ce que ça dépend? Et si ça dépend, voilà, qu'est-ce qu'il faut comme nombre d'allumettes pour que le premier gagne? Qu'est-ce qu'il faut pour que le deuxième gagne? Voilà, voilà. Ok. Alors, considérons un triangle comme celui-là. Ch'touk. Voilà, un triangle rectangle sympathique avec des côtés qui sont entiers. Ok. Alors, calculons son périmètre. Alors, le périmètre, je vous rappelle, c'est la somme des longueurs des côtés. Donc là, ça fait 10
et 8, 18, 18 et 6, 24. Maintenant, calculons son aire. Alors son aire, c'est très facile parce que là, c'est un triangle rectangle. Donc, en général, c'est la moitié de la base fois la hauteur. Je vous rappelle, bon, là, la base, je peux prendre 8 et la hauteur, je peux prendre 6. Donc, 6 fois 8, 48. La moitié de ça, c'est 24 aussi. Ah ah! Et donc, la question, c'est de me trouver tous les 5 triangles à côté entier. Donc, vous savez qu'il y en a 5, dont la surface est égale au périmètre. Voilà, il faut trouver des triangles dont tous les côtés sont des nombres entiers et tels que la surface soit égale au périmètre, comme ce triangle-là. Il faut en trouver d'autres. Et je vous ai dit, il y en a 5, là. Il faut trouver les 5, voilà. Maintenant, plus dur, je ne vous dis pas combien il y en a. Essayez de trouver tous les triangles à côté entier dont la surface, c'est le double du périmètre. Voilà, voilà, voilà. Essayez de me trouver ça. Comment on peut faire pour que la surface soit le double du périmètre? Et combien il y en a? À vous de réfléchir. Et si vous trouvez ça, après, vous pouvez me faire le triple, etc. etc. Ok, ce sera toujours très intéressant. Donc, voilà le sujet. Ok. Alors ensuite, donc là, il va s'agir de dénombrement. Donc, on prend un rectangle. Donc, par exemple, là, de 2 par 6 ou là, de 3 par 8. Ok. Et la question, c'est on veut séparer ce rectangle en 2 parties. Alors, qu'est-ce qu'elle doit vérifier? Ces 2 parties doivent être tracées en suivant les traits du quadrillage, d'accord? Donc, ça doit être égal à un nombre entier de petits carrés qui composent mon rectangle. Jusque-là, tout va bien. Elles doivent être chacune en un seul morceau. Je n'ai pas le droit de faire dire, tiens, ces 2 bouts-là, c'est un seul morceau. Non. Tout doit se toucher. Donc, une partie, ça doit être composé comme ça de carrés qui ont au moins un côté en commun. Ok, donc là, vous voyez, il y a la partie rose, il y a la partie blanche. Et il faut que ces 2 parties soient superposables. Si je découpe et je retourne et je pose, il faut que ce soit les mêmes. Ok? D'accord? Alors, pas forcément retourner, parce que par exemple, j'aurais pu prendre la moitié-moitié, vous voyez. Là, j'aurais pu prendre 2 rectangles moitié, ok, c'est les mêmes, bon. Mais là, je vous ai pris exprès des exemples, vous voyez, un petit peu plus compliqués, là, comme ça, où effectivement, le blanc et le rose, là, enfin, le jaune et le rose, c'est la même chose. Je peux les prendre, le retourner, et puis me le poser par-dessus, les 2 figures sont identiques. Ok? Et donc, voilà, commencez par éventuellement les rectangles de hauteur 2 ou de hauteur 3, déjà, il y en a déjà pas mal, et essayez de voir combien de façons différentes on peut partager un rectangle comme ça en 2 parties identiques. Voilà, voilà. Puis après, vous faites avec le plus de taille que vous pouvez, essayez de comprendre une règle, etc. Essayez de voir s'il y en a au moins ce nombre ou au maximum ce nombre. Enfin, essayez de trouver tout ce que vous pouvez sur les partages des rectangles comme ça. Voilà, voilà. Ok, alors ensuite, un petit jeu, la course vers le 1. Alors c'est pareil, c'est un jeu où vous pouvez jouer à 2 pour vous entraîner. Et donc, au début, on part d'un nombre 30. Si vous trouvez ça trop facile, vous pouvez partir d'un nombre un peu plus grand. Et donc, chacun son tour, les joueurs, ils ont 2 opérations possibles. Donc, le premier qui commence, il peut, à chaque fois, de toute façon, c'est toujours pareil, soit on enlève 1, soit on divise par 2. Alors, si ça ne tombe pas juste, eh ben, on prend le nombre en dessous. Ok, si on trouve 5,5, eh ben, on va prendre 5. Si on trouve 6,5, on va prendre 6. Ok, donc, on arrondit au nombre inférieur. Alors, je donne un exemple, on part de 30, donc par exemple, le premier joueur peut dire, Elodie peut dire 29. Ok. Alors, Nicolas peut dire soit 28, il enlève 1, soit divisé par 2, et alors divisé par 2, ça fait 14,5, on arrondit, ça fait 14. Donc, imaginez, Nicolas dit 14. Alors, Elodie pourrait dire 13, mais là, elle a décidé de dire 7, la moitié. Ok. Bon, Nicolas, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève 1, il dit 6. Tiens. Du coup, Elodie, elle enlève 1 aussi, elle dit 5. Du coup, lui dit, tiens, je vais faire la moitié, 2,5, du coup, j'arrondis à 2. Mais du coup, Elodie enlève 1. Ah, elle a trouvé 1, elle a gagné. Celui qui arrive à dire 1 a gagné. Ok? Voilà, donc là, Elodie a commencé, elle a gagné. Et bien la question, c'est, est-ce que c'est toujours le premier qui gagne? C'est la même question que tout à l'heure. Si les 2 joueurs jouent le mieux possible, bien évidemment, est-ce que c'est toujours celui qui commence qui a une stratégie pour gagner? Ou est-ce que c'était toujours le deuxième? D'accord? Parce que là, peut-être qu'ils n'ont pas très bien joué tous les deux. Okay. Est-ce que le deuxième a forcément une stratégie ou est-ce que le premier a forcément une stratégie? Est-ce que ça dépend du nombre de départs, etc., etc. Donc vous pouvez regarder avec 68 par exemple. J'ai l'intuition que ça ne doit pas être pareil avec 30 et 68, sinon je sais que le sujet serait bizarrement posé. Mais bon, à vous de vérifier. Et puis donc, essayez de comprendre quand est-ce que... Voilà, quand est-ce qu'il faut commencer, quand est-ce qu'il ne faut pas commencer. Ok. Allez, ensuite, j'enchaîne parce qu'il y en a plein.
Donc, alors, j'ai une petite variante du dénombrement des polyomino pour ceux qui connaissent. Hein, on compte les dominos, les triominos, etc. C'est un sujet ultra classique. Ben, j'ai décidé de le modifier un petit peu et d'inventer. Alors, les mots polytrigo, je l'ai inventé parce que c'est fait avec des triangles ou des trigones un petit peu. Enfin, bref. Donc, voilà, j'ai appelé ça un dotrigo. C'est une figure avec deux triangles équilatéraux. Donc voilà, on fait des figures avec des triangles équilatéraux qui sont reliés ensemble par des côtés. Voilà, donc si j'en mets deux, voilà. Si j'en mets trois, ben en fait, il n'y en a pas d'autres. Hein. J'ai essayé de voir, mais avec les triominos, avec trois carrés, on peut faire soit une petite équerre, soit une bande. Avec trois triangles, on peut faire que ça, j'ai l'impression. Hein. Voilà, alors avec quatre, par contre, les tétratrigos, bah, du coup, j'ai réussi à faire ces différentes formes-là. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'était pas les... ça et ça, c'est pas des formes différentes, finalement, c'est les mêmes. Oui, il suffit que je retourne. Donc en fait, j'ai trouvé que trois formes différentes. Voilà, j'ai mis quelques pentatrigos. Je pense qu'il y en a un autre. À vous de vérifier. Hein. Je pense qu'il en manque un. Et la question, donc bien évidemment, ça va être de trouver après donc les hexatrigos. Alors ça veut dire qu'il y a 6. Un hexa, c'est comme hexagone, il y a 6 côtés. Heptatrigo, 7. Donc essayez de me trouver toutes les formes à 6 ou 7 triangles. Et puis essayez de trouver une formule qui donne le nombre de polytrigo, donc à 7, 8, 9, 10, 11, n côtés, essayez de trouver des estimations, voilà, en fonction de n, est-ce qu'il y en a moins que 2n, est-ce qu'il y en a plus que n sur 2, enfin bref. À vous de me trouver le maximum de résultats pour savoir combien de formes différentes on peut faire avec n triangles équilatéraux, en faisant évidemment des formes qui se touchent, qui se collent, hein, tous les morceaux doivent être collés par un côté, etc. etc. Voilà, voilà. Alors ensuite, le coffre-fort défectueux. Alors, là, imaginez, vous avez un coffre-fort comme ça, il faut taper 3 chiffres. Donc vous avez 1000 possibilités entre 000 et 999. Et pour trouver la combinaison, hein, à part essayer toutes les choses, on ne pourrait pas. Sauf que là, ce coffre-fort, il a une particularité, il ne marche pas bien si vous tapez 2 chiffres corrects sur les 3, soit le premier et le deuxième, le premier et le troisième, ou le deuxième et le troisième. S'il y en a 2 qui sont bons, ça s'ouvre. Donc par exemple, vous pouvez décider de mettre 0 à la fin et puis de faire 0, 0, 0, et puis 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0, ainsi de suite. 12, 13, 14, 15, enfin à chaque fois vous mettez 0 à la fin. En 100 essais, vous allez réussir à l'ouvrir. Hein, c'est toutes les combinaisons pour les 2 premiers chiffres, par exemple. En 100 essais, vous allez arriver à l'ouvrir. Mais ce n'est pas forcément les 2 premiers qu'il faut trouver. On a le droit de trouver les 2 derniers. Donc peut-être qu'il y a une méthode pour faire en moins de coups. C'est sûr qu'il y a une méthode pour faire en moins de coups. Et donc la question, c'est si on est très malin, et si par exemple vous avez le droit qu'à 50 essais, est-ce que vous pouvez? Si vous avez le droit qu'à 40 essais, est-ce que vous pouvez et comment vous faites? Voilà, la question c'est combien d'essais il me faut au minimum pour être sûr de trouver une combinaison qui ouvre le coffre. Même si je ne sais pas quels seront les chiffres qui seront les bons quand j'aurai ouvert le coffre. Vous voyez, je ne suis pas obligé de dire, ah, tiens, je vais trouver le premier et le deuxième, je ne sais pas. Mais est-ce que je peux trouver, vous voyez, une liste minimum de chiffres tels que je sois sûr de trouver 2 chiffres en commun avec la combinaison secrète. Ok? Et après, si vous trouvez ça facilement, vous pouvez généraliser. Par exemple, avec le loto, imaginez, il y a 6 chiffres entre 1 et 49. Et combien de grilles il faut jouer, combien de combinaisons de 6 il faut tester pour être sûr d'en avoir au moins 3 de bons. Par exemple. Ok. Parce que là, c'est au moins 2 de bons. Hein. Si vous trouvez les 3, ça s'ouvre, bien sûr. Okay. Voilà la question. Ok, ensuite, donc, les formes bizarroïdes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une forme bizarroïde? Alors, c'est un polygone. Donc, déjà, c'est fait avec des traits droits, qui ne possèdent que des angles droits. Donc, pour imaginer, si vous partez horizontaux, il n'y aura que des traits horizontaux et verticaux. Ok? Mais il faut que les longueurs des côtés, maintenant, ce soit la suite des entiers. Donc, il faut que le premier côté, il mesure 1, un carreau. Ok, bon. Le deuxième mesure 2. Donc, ça commence comme ça, enfin, vers le haut, vers le bas, comme vous voulez. 1, 2. Puis après 3, alors soit vers la gauche, soit vers la droite. Et puis ensuite 4, soit vers le haut, soit vers le bas. Et ensuite 5, soit à droite, soit à gauche. Ensuite 6, soit vers le haut, soit vers le bas. Ainsi de suite. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et il faut qu'à la fin, il faut réussir à revenir au point de départ. Pile, il ne faut pas que ça déborde. Hein, d'accord? Il faut tomber pile au point de départ. Et vous obtenez une forme bizarroïde. Alors on a un peu de mal à s'imaginer. Et j'imagine vous dites, attends, donne-nous un exemple de forme bizarroïde. Eh bien non. Ce sera votre première question. Dessinez n'importe quelle forme bizarroïde. À vous d'essayer d'en trouver une. Puis après, vous me l'enverrez. Hein, je serais très curieux de voir les dessins que vous obtenez. Ensuite, quelle est la plus petite possible? Est-ce que c'est celle que vous avez trouvée du premier coup ou pas? Donc voilà. Est-ce que vous pouvez prouver que c'est la plus petite possible? Est-ce que vous pouvez me donner des conditions sur le nombre de côtés pour que ça puisse exister? Et est-ce que vous pouvez prouver ça? Dire par exemple, il faut qu'il y ait
je sais pas, moi, un multiple de 5 de côté, ce genre de choses comme ça. Et si je vous donne un nombre n quelconque, par exemple au hasard 2026, est-ce qu'il y a des formes bizarroïdes ayant 2026 côtés? Est-ce que vous pouvez un moyen pour répondre à ça ou pas? Est-ce que vous pouvez prouver que votre méthode marche? Voilà, voilà. Alors là, j'ai bien insisté sur pouvez-vous le prouver, mais c'était dans toutes les questions précédentes et dans tous les sujets qui suivent. À chaque fois que vous répondez quelque chose, il faut une preuve mathématique de ce que vous dites. D'accord? Ça ne suffit pas de dire oui, je pense que la solution c'est ça. Bah ok, mais si vous ne le prouvez pas, hein, c'est comme les problèmes à $1 million. Je veux dire, P est-il égal à NP, ça vaut $1 million. Si j'arrive en disant ouais, moi je pense que P est égal à NP, mais je ne mets pas la preuve, mais ma réponse est oui, donc donnez-moi le million, bah non. Même si la réponse est juste, hein, ça ne va pas. Je veux dire, si je ne peux pas le prouver, ça ne compte pas. Ok? Bon, très bien. Alors ensuite, le lapin et le chasseur. Alors imaginez, vous avez 12 terriers comme ça. Vous pouvez numéroter de 1 à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 si vous voulez. Et dedans, il y a un lapin qui est caché dedans. Et vous, vous êtes le chasseur et vous voulez... Alors si ça vous embête les lapins, vous dites c'est une vilaine taupe qui détruit les cultures. Bref, donc le chasseur veut attraper le lapin et donc hop, il choisit un terrier au hasard, par exemple celui-là. Il fouille, il passe toute la journée à fouiller. Non, le lapin n'est pas dedans. Ah, donc il va se coucher, il est crevé. Ok. Et pendant la nuit, le lapin qui était là, par exemple, il se déplace d'un terrier, soit vers la droite, soit vers la gauche. Il change de terrier. Obligatoirement, toutes les nuits, le lapin change de terrier. Si jamais il était là, il n'a pas le choix, il est obligé de revenir ici. Ok, la nuit d'après, il pourra soit venir ici, soit venir ici, mais quand il est au bout, il n'a pas le choix, il revient là où il était. Ok. Donc voilà, le chasseur. Et puis alors, le lendemain, le chasseur, il essaye un autre terrier. Enfin, l'un autre ou le même, celui qu'il veut. Il peut faire plusieurs jours de suite le même s'il a envie. Ok, d'accord. Et alors, voilà, c'est un peu compliqué parce qu'il faut réfléchir. Parce qu'imaginez le chasseur, il peut se dire tiens, je vais faire le premier jour, celui-là, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour. Il n'est pas sûr de trouver le lapin en faisant ça. Parce qu'il est possible que le jour où il fouille ce terrier-là, le lapin était là. Et que pendant la nuit, il revient là. Et du coup, le lendemain, il fouille ce terrier-là et il a raté le lapin. Hein. Ils ont pu se croiser. Hein. Vous voyez, donc, il ne faut pas se dire oui, si le lapin est bête. Non, le lapin, vous supposez qu'il fait les pires trucs possibles pour embêter le chasseur. D'accord? Que si le chasseur il trouve une technique qui marche tout le temps, sauf si le lapin fait un truc, alors le lapin fera ce truc. Le lapin, il est vicieux. Il va faire exactement ce qu'il ne faut pas. S'il y a une méthode pour échapper, il va la faire. Donc, il faut trouver une méthode où, quoi que puisse décider le lapin, il est obligé de se faire choper. Et combien de coups il va mettre? Combien de jours il va falloir pour être sûr de choper le lapin? Voilà. Puis alors, une fois que vous avez résolu ça, pareil, alors s'il y a 2025 terriers, combien de coups il va falloir? Ok? 2026, hein, ça m'est égal, parce qu'on est sur l'année 2025, 2026, des fois dans l'énoncé, des fois je mets 2025, des fois je mets 2026, mais c'est au choix. Bon, ok. Alors ensuite, l'île des caméléons. Alors, donc, à partir de là, vous voyez, ça va commencer à être un petit peu dur pour les collégiens. Hein. Donc je vous le dis, c'est encore faisable, mais là, on arrive vraiment dans les sujets plus pour les lycéens quand même. Donc, vous avez une île perdue au milieu de l'océan Indien où Lara Croft découvre une race de caméléons qui donc sont stériles et immortels. Donc, c'est-à-dire que le nombre de caméléons il ne change pas. D'accord? Il n'y en a pas qui meurent, il n'y en a pas qui naissent. Il y a un nombre fixe de caméléons et ils sont de 3 couleurs possibles. D'accord? Il y a des rouges, il y a des verts, il y a des bleus. Et la règle, elle est assez marrante, c'est que quand un vert rencontre un bleu, tous les deux se transforment en rouge. Quand un vert rencontre un vert, salut copain, il ne se passe rien. Quand un rouge rencontre un rouge, il ne se passe rien. Quand un bleu rencontre un bleu, il ne se passe rien. Mais quand deux caméléons de couleurs différentes se rencontrent, ils prennent tous les deux la couleur qu'ils n'avaient pas. Donc si un bleu rencontre un rouge, ils deviennent tous les deux verts. D'accord? Si un rouge rencontre un vert, ils deviennent tous les deux bleus. Et si un bleu rencontre un vert, ils deviennent tous les deux rouges. Bon, vous avez compris. Ok. Et donc la question, c'est est-ce qu'il est possible qu'à un moment, tous les caméléons deviennent de la même couleur? À quelles conditions il faut? Alors qu'au début, il y a les 3 couleurs, hein, ça c'est sûr. Là, Lara Croft, elle a bien vu des caméléons des 3 couleurs. Elle a bien constaté cette mécanique, mais est-ce que ça peut arriver? Et à quelles conditions ça peut arriver que tout d'un coup, tous les caméléons soient tous de la même couleur et du coup après, ils y restent, forcément. Voilà, voilà. Ok, alors ensuite, la reine du poulailler. Donc imaginez, vous avez un poulailler avec N poules, donc N, voilà. Vous pouvez commencer avec un plus petit nombre, 2025 par exemple, ou un plus petit nombre, si vous voulez, vous commencez avec une vingtaine de poules ou une douzaine, enfin, à vous de voir. Hein. Mais le but, c'est de réussir à résoudre ça avec n'importe quel nombre. Ok, alors quand je prends 2 poules au hasard, il y en a forcément une qui domine l'autre. D'accord? Autrement dit, il y a une relation d'ordre total sur les poules. Il y en a qui sont plus fortes que les autres. Je prends 2 poules au hasard, il y en a forcément une qui est plus forte que l'autre, qui la domine. Ok?
Donc voilà, ça c'est la règle. Imaginez, voilà, quand j'en prends deux au hasard, il y en a toujours une qui est plus forte que l'autre, qui va la dominer. Ok. Alors, une poule, on l'appelle une reine s'il y a deux options. Si quand on prend tous les autres poules, soit elle domine, alors si elle domine tout le monde, ok, ça c'est une reine, pas de problème, ok, mais pas obligé. Soit, peut-être qu'elle ne domine pas P, mais alors il existe une poule Q qui domine P et qui est dominée par R. Donc ceux que je ne domine pas directement, je domine quelqu'un qui les domine. D'accord? Donc je ne peux pas leur donner d'ordre directement, mais par contre je peux donner des ordres à quelqu'un qui les domine, et donc en un ou deux coups je domine tout le monde. Alors je suis une reine. Ok? Et si jamais je domine toutes les autres, je suis une impératrice. Voilà. Là c'est facile, tout le monde est inférieur à moi, je suis l'impératrice. Ok? Ça va jusque là? Très bien. Alors la question c'est, dans le poulailler, est-ce qu'il y a toujours au moins une reine? Est-ce que c'est obligé que ça existe? Ou est-ce qu'il y a des cas où il n'y a pas de reine? Est-ce qu'il y a des valeurs de n? Enfin, même pour quelle valeur de n, est-ce qu'il est possible que toutes les poules soient des reines? Par exemple, s'il y a une poule, bon, elle domine tout le monde, c'est une impératrice, c'est une reine, ok, bon. Ok, bon. S'il y a deux poules, par exemple, ben, les deux sont des reines. Parce que, enfin, il y en a une qui domine l'autre, non, il n'y en a qu'une qui est une reine, j'ai des bêtises. Voilà, je vous laisse réfléchir. Par contre, alors s'il y a une seule poule qui est une reine, donc s'il y en a deux, il y en a une seule poule qui est une reine, et c'est forcément une impératrice, puisqu'elle domine toutes les autres, il n'y en a qu'une. Donc, mais la question, est-ce que c'est toujours le cas? Imagine, dans votre poulailler, il y a une seule reine. Est-ce que c'est forcément une impératrice? Ou est-ce que ça peut arriver autrement? Voilà les questions. Donc, sur le poulailler. Ok. Alors ensuite, en France, là je vais zoomer une petite zone vers le centre de la France, c'est pas un hasard parce qu'il y a plusieurs communes qui revendiquent le titre de centre de la France. Ok, donc voilà, ces différentes villes là que j'ai marquées disent toutes qu'elles sont centre de la France. Ah, elles ne sont pas très très loin, visuellement ça n'a pas l'air déconnant de se dire que le centre de la France il doit être par là, mais c'est bizarre. En mathématiques, normalement, un centre, il y a un milieu, il y n'y en a pas plusieurs. Vous voyez, donc c'est étrange quand même. Et d'abord, donc la question c'est, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire le centre de la France? Comment on peut définir ça? D'accord? Donc déjà dans un triangle, parce que le centre d'un segment c'est le milieu. Bon. Mais le centre d'un triangle déjà, est-ce que vous voyez ce que ça peut être? Peut-être que vous connaissez déjà. Et si j'ai une figure, un quadrilatère, un polygone à 4 côtés, est-ce que je sais toujours où mettre son centre ou pas? Et puis après, pour un polygone un peu bizarre, comme ça, est-ce qu'il y a un centre? Est-ce qu'il n'y a pas un centre? Parce que oui, la France, c'est un polygone très bizarre. Hein. Donc est-ce qu'il y a un moyen de définir, de trouver une façone de dire, s'il y a un centre, ça doit être le point qui vérifie telle et telle propriété, qu'on peut trouver comme ça, qu'on peut tracer par telle méthode, etc. D'accord? Donc voilà, je voudrais que vous trouviez une façon qui vous aille bien, et qui fasse consensus, et qui soit intelligente de définir le centre d'une figure comme ça. Et d'après de l'appliquer d'une certaine façon à la France, avec des cartes ou avec des méthodes que vous voulez, pour, à votre avis, quelle est la ville qui mérite le plus d'accéder à ce titre? Alors une fois que vous aurez bien réfléchi à ça, vous pouvez aussi trouver les arguments, regarder sur Wikipédia ou l'autre, comment ils font pour arriver à quels sont les calculs qu'ils font pour dire que c'est eux qui gagnent, et lesquels vous semblent les plus pertinents par rapport à vos réflexions. Et donc à la fin, vous décerniez, vous, le vrai titre de ville d'une centre de la France, qui n'est peut-être pas parmi celles-là, peut-être considéré que c'est plus par ici, ou pas. Je vous laisse réfléchir. Voilà, et j'aimerais bien que vous dites, selon vous, où est le centre de la France? Ok. Alors ensuite, on va se promener sur un donut. Alors un donut, vous savez, c'est une forme comme ça, donc c'est uniquement la surface du donut là, sur lequel on va se promener. Donc imaginez, il y a une petite mouche comme ça qui se balade sur un donut qui est quadrillé. Alors le donut quadrillé, l'avantage c'est que je peux le mettre sur une table, je peux le découper, je clique dans un sens et dans l'autre, je l'étale et je peux le représenter par un petit quadrillage rectangulaire. Comme ça, imaginez ma fourmi, finalement elle est là, d'accord, et là elle veut se promener. Alors, comment ça se passe? Pour bien représenter le donut, si j'ai coupé dans un sens et dans l'autre, ça veut dire que la fourmi, là, si elle se déplace comme ça, eh ben, hop, elle va ressortir de ce côté-là. D'accord? Parce que mon donut était replié. Vous voyez, au début, hop, le rectangle, là, je le replie comme ça. Et puis, une fois qu'il est plié comme ça, le cylindre, je le replie comme ça, vous voyez? Je fais correspondre d'abord les côtés là et les côtés du dessus aussi. C'est-à-dire que là, si elle monte, ma petite fourmi, là, elle monte là-haut, hop, elle ressort là, d'accord? Vous avez compris un petit peu le mouvement? Donc imaginez qu'elle parte d'ici et qu'elle parte en diagonale, comme ça. Eh bien, elle va ressortir, là, elle devrait aller sur la case qui est au-dessus, elle va ressortir ici.
Et elle va continuer comme ça. Là, elle devrait aller sur la case qui est là, donc hop, elle va arriver sur cette case-là. Et elle continue comme ça. D'accord? Et au final, elle aura recouvert toutes ces cases-là. Elle sera passée par ces cases-là. Ouais. Maintenant, si vous prenez un autre angle, imaginez la souris, elle va droit, mais à un sens un peu bizarre, ben, on peut regarder toutes les cases qu'elle va rencontrer. Et ben, la question, c'est la suivante. Donc, dans le premier cas, si elle part en diagonale comme ça, la diagonale bleue, là, c'est est-ce qu'elle va rencontrer toutes les cases ou pas? Alors, vous voyez que si les dimensions au début étaient un carré, par exemple, imaginez c'est un carré de 3 par 3, ben, si elle va en diagonale, tic, 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 hop, elle ressort et elle ne va pas faire toutes les cases. Mais si ce n'est pas un carré, est-ce qu'elle va toujours recouvrir toutes les cases ou pas? Je vous laisse réfléchir. À quelles conditions? Ça, c'est un théorème mathématique très connu. Je ne vous donne pas le nom pour vous éviter de googler ça, mais vous voyez, par exemple, dans le cas de la diagonale, c'est un théorème mathématique très connu. Quand elle fait une trajectoire comme ça, là, où par exemple, elle avance de 2, là, je ne sais pas combien j'ai mis, elle avance de 2, elle monte de 3, enfin, elle monte de 1 tous les 3 ou 4 cases, bah là, c'est moins clair. Hein. À quelles conditions sur les nombres de départ ou d'arrivée elle va remplir toutes les cases? Là, il faut réfléchir un petit peu, ça c'est nettement moins connu. Ok? Mais c'est rigolo. Enfin, en tout cas, moi je trouve ça rigolo. Donc voilà la question. Hein, voilà, si on fixe une dimension, pour quelle une direction, pour quelle voilà, dimension de rectangle elle va rencontrer toutes les cases? Et inversement, si je fixe ces dimensions de rectangle, pour quels angles, pour quelle direction, je suis sûr qu'elle va remplir toutes les cases, qu'elle va rencontrer toutes les... Elle va passer partout. Voilà. Ensuite, l'ordre dans le désordre. Alors, vous prenez les nombres de 1 à 101, vous les mettez dans n'importe quel ordre. Voilà, là, j'ai tiré un ordre complètement au hasard. Ok. Et alors, une fois que vous avez vos nombres comme ça, donc 43, 42, 92, 10, 66, 51, 2, 71, etc., l'idée, c'est de regarder est-ce qu'on peut trouver des suites croissantes le plus longues possible en prenant des nombres parmi ceux-là. Donc là, j'ai cherché, j'ai vu que je pouvais prendre la suite 2, 16, 22, 27, 34, 37, 40, 41, 47, 52, 59, 63, 68, 72, 78, 89, 98, 101. Bon, je ne sais pas s'il y a plus long ou pas, je n'ai pas cherché pendant très longtemps. Là, j'ai trouvé une suite croissante qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. De longueur 18. Ok. Bon, maintenant regardons dans l'autre sens. Alors, j'ai eu un peu plus de mal. Dans l'autre sens, j'ai trouvé une suite plus courte. Là, 4, 14, 28, 30, etc. Donc là, vous pouvez regarder, il y en a 4, et 3, 7, et 3, 10, et 3, 13. D'accord? J'ai trouvé que 13. Alors après, j'ai peut-être pas bien cherché et tout ça, mais j'ai trouvé, voilà, 13 qui descendent. Alors, la question, c'est est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'on peut toujours trouver des suites qui montent et qui descendent? Ben, regardez, si je les prends dans l'ordre, par exemple, il n'y a aucune suite qui descend. De taille 1, vous voyez? Par contre, j'ai une énorme taille d'un seul qui monte. Donc j'ai l'impression que plus il y en a qui montent, moins il y en a qui descendent quelque part. Mais est-ce qu'il y en a forcément une grande qui monte ou qui descend? C'est ça la question en fait. Si je prends des nombres complètement au hasard, est-ce qu'il y a forcément une suite de 25 qui monte ou une suite de 25 qui descend? Ou de 20? Bref, et donc ma question c'est quel est le nombre maximal? Par exemple, c'est plus que 2. Je suis sûr, quelle que soit la façon de mettre, je vais en trouver 2 qui sont en nombre croissant. C'est sûr. Et même 2 qui sont en nombre décroissant. Quoique, non, si elle est complètement croissante, je ne vais pas en trouver 2 en nombre décroissant. Mais j'en aurai beaucoup en nombre croissant. Mais par exemple, je suis sûr que n est plus grand que 2, vous voyez. Prendre les suites au hasard, et il y a toutes les chances. C'est sûr que je vais trouver une suite croissante de taille au moins 2. Ou une suite décroissante de taille au moins 2, si jamais ils étaient tous en ordre décroissant. Mais la question, c'est jusqu'à combien, comme ça, je suis sûr que ça arrive. 3, je suis assez confiant. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là, j'ai trouvé 18 et 14. Mais je me suis peut-être mal pris. Vous voyez, quel est le nombre n maximum pour lequel je suis sûr que je peux trouver soit une suite croissante, soit une suite décroissante de cette taille-là. Ou de taille au moins ça. Voilà, j'espère que la question est claire. Alors ensuite, on va regarder la géométrie du cavalier. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Cette histoire, donc imaginez que notre univers, c'est un ensemble de cases comme ça. Et qu'on se déplace de l'une à l'autre en faisant un mouvement d'un cavalier. Alors, le mouvement d'un cavalier, pour ceux qui ne savent pas, ça consiste en partant d'une case à faire un petit L, c'est-à-dire aller de 2 cases dans un sens horizontal ou vertical, et d'une case dans l'autre sens. Du coup, si j'ai pris 2 cases verticales, c'est une case horizontale, et si j'ai pris 2 cases horizontales, c'est une case verticale. Ok, donc par exemple, on peut aller là.
Si vous préférez, c'est le sommet opposé d'un rectangle de côté 2 et de côté 3. D'accord? Voilà, donc voilà, ça c'est la distance entre le rouge et le vert, c'est 1. Ok, parce que je dis, c'est le nombre de coups minimum qu'il me faut pour aller d'une case à l'autre, c'est ça la distance entre ces deux cases. Donc par exemple, là, hop, tiens, je refais un petit coup, pouf. Voilà, pour aller du rouge au bleu, il me faut 2 coups. Pim, pim. J'aurais pu aussi passer par là, poum, poum. Ok. Là, on est à distance 2. Alors hop, j'en ai mis un troisième. Là, celui-là, le jaune, est à distance 3 du rouge. Puis je peux continuer, je vais dire, tiens, je vais aller ici. Là. Ah, là, tiens, c'est pas à distance 4, je l'ai mis bleu. Pourquoi j'ai mis bleu? Parce que c'est à distance 2 du rouge, ça seulement. Regardez, j'aurais pu passer par là. Donc attention, c'est pas le nombre de coups que je fais, c'est pas à distance 1, 2, 3, 4, 5. S'il y avait un chemin plus court, la distance, c'est 2 entre le bleu et le rouge. C'est le nombre de coups minimal qui me permettent d'y aller. Ok, c'est un peu compliqué. Donc c'est ça la distance entre deux cases de mon quadrillage, c'est le nombre de coups qu'il faut en me déplaçant comme un cheval pour y aller. Le nombre de coups minimal. Donc je vais vous montrer par exemple, si je prends ce point de départ là, quelles sont les cases qui sont à distance 1 de celle-là. Et bien je vous les ai mis en verte. Voilà tous les endroits où je peux aller en un coup. Donc ça, vous voyez, c'est le cercle de centre, la case rouge et de rayon 1. C'est les points qui sont à distance 1 du rouge. Alors les points à distance 2 maintenant, c'est tous les points auxquels je peux aller à partir des verts en un coup et qui ne sont pas le rouge, parce que j'aurais pu revenir sur le rouge, mais lui il est à distance 0, c'est le même que départ. Et donc j'obtiens déjà cette figure qui est superbe, et donc tous les points bleus sont à distance 2 du rouge. Alors maintenant, je peux continuer parce que c'est marrant, et quels sont les points qui sont à distance 3 du rouge? Alors je prends tous les points bleus où je peux aller, mais que je n'ai pas déjà pris, parce que si je reviens en arrière, évidemment, ça ne marche pas. Et bim, je trouve, voilà, tous ces points orange, donc là je les ai mis tout seuls, voilà, le cercle de centre le rouge et de rayon 3. N'est-ce pas fantastique? L'ensemble des points dont la distance avec le rouge est égale à 3. Cette figure 1, n'est-ce pas un cercle superbe? Bah oui, parce que rappelez-vous, un cercle, c'est exactement ça, la définition d'un cercle de centre, un point et de rayon. Un nombre, c'est l'ensemble des points de l'espace qui sont, tels que la distance avec le centre est égale à ce nombre. Voilà l'ensemble des cases dont la distance avec la case rouge est égale à 3. Alors pour le fun, j'ai fait 4 aussi, allez, hop, voilà l'ensemble des points qui sont à distance 4. C'est beau. Enfin moi je trouve ça très beau. Alors voilà, donc là je les ai mis toutes les distances, vous voyez, chaque point il a une distance avec le rouge. Donc là les bleus, les verts ceux qui sont à distance 1, les bleus à distance 2, les jaunes à distance 3 et les roses à distance 4. Ok? Mais alors maintenant regardez si je prends ces 3 points là, que j'ai surlignés ici. Donc la distance entre lui et lui, c'est 4, on vient de le voir, d'accord. Donc voilà. Mais la distance, ça dépend pas. Vous voyez, si je prends 2 points, donc comme ça, l'extrémité d'un carré 3 par 3, la distance c'est 4. Ça ne dépend pas du rouge. Vous voyez, la distance entre lui et lui, c'est la même, mais n'importe quel point. Je prends ce point ici et ce point ici, ils sont à 4 de distance les uns des autres. Vous voyez, parce que ça ne dépend pas de l'endroit où je me retrouve. J'ai pris le point rouge comme point de départ, mais n'importe quel autre point est la même chose. Ma distance est invariante, quel que soit le point de départ. Celui-là et puis celui-là, ils sont à 4 d'écart. Vous voyez, d'accord. Donc ces deux-là, ils sont à 4 d'écart aussi. Donc la distance entre celui-là et celui-là, c'est la même que la distance entre celui-là et celui-là. Ok, bon, ça, vous allez me dire, ça ne vous choque pas trop. Mais le problème, c'est que celui-là, il est aussi à 4 du rouge. Bah oui, regardez, il est en rose. C'est-à-dire qu'en 4 coups, je peux aller du rouge à lui. Donc là, si je regarde la figure formée avec ces 3 points, eh ben, la distance entre lui et lui, c'est 4, la distance entre lui et lui, c'est 4, et la distance entre lui et lui, c'est 4. Comment s'appelle une figure où les 3 côtés sont de même longueur? Un triangle équilatéral. Nous venons de tracer un triangle équilatéral. Superbe, non? Donc ces 3 points ne sont pas alignés. Oh là 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 là. Alors, on va revenir sur tout ça. Donc déjà, est-ce que vous pouvez trouver d'autres triangles équilatéraux marrants? Avec des formes bizarres. Ça c'est déjà rigolo. Alors ensuite, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc qu'un point est sur le segment AB, qu'il est aligné avec A et B, et puis qu'il est entre A et B. Ça peut simplement dire que la distance entre A et C, donc toujours le nombre de coups minimal pour aller entre la case A et la case C, plus la distance entre la case C et la case B, doit être égale à la distance entre la case A et la case B. C'est-à-dire pour aller de A à B, je passe par C, je ne perds pas de temps. Là, C est bien sur le segment AB. C'est la définition normale, vous savez, 3 points,
le point C sur le segment AB, ça veut dire que la distance AC plus la distance CB, c'est égal à la distance AB. S'il n'était pas dessus, la distance serait plus grande. Hein. Il y aurait une... Ça, ce serait plus grand que ça. Mais quand c'est égal, c'est qu'ils sont dessus. OK? Alors, trouvez-moi des segments de forme marrante aussi. Vous voyez? Parce que du coup, ça peut ressembler à des segments dans la vraie vie, mais ça peut aussi être très différent. Alors, on dit que les trois cases A, B et C sont alignées s'il y en a une qui est dans le segment formé par les deux autres. Vous voyez? Il y a soit C entre A et B, soit B entre A et C, soit A entre B et C. OK? Donc voilà, il y a trois cas à vérifier. On se dit que les trois points sont alignés dans ces cas-là. Si une des trois propriétés est vraie, ils sont alignés. OK? Et donc, essayez de me tracer des droites, des ensembles de points qui sont tous alignés les uns avec les autres. C'est ça une droite, c'est une infinité de points qui sont tous alignés quand je prends 3 au hasard. Est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Si on fixe 2 points A et B, est-ce que tous les points alignés avec A et B sont forcément alignés entre eux? Si je prends 3 points alignés avec A et B, est-ce qu'ils sont forcément alignés entre eux? On a envie de dire oui, mais peut-être qu'il y a des exceptions. Et puis ensuite, voilà, imaginez-moi d'autres formes, des carrés, des cercles. Alors les cercles, je vous en ai montré quelques-uns qui sont assez rigolos, mais voilà, d'autres formes, vous pouvez imaginer, comme vous voulez, qui soient surprenantes, pour nous faire des beaux dessins, et voilà. Donc c'est ça le sujet. OK? Allez, on va passer maintenant aux cookies et aux macarons. Alors là, on a Pierre et Mathieu qui disposent de N cookies. Donc au début, prenez des petits nombres, genre 10, et P macarons, 15, pour voir, pour tester. Hein. OK? Donc voilà, il y a, donc là j'en ai pris pour commencer 6 et 8, 10, je ne sais pas compter jusqu'à 10. Hein. Ok, donc là il y en a 6 et 10. Alors voilà, alors chacun son tour, Pierre et Mathieu ils vont jouer. Alors les coups possibles sont les suivants. Soit je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cookies, enfin un nombre quelconque de cookies, ce que je veux. Soit je prends, ils sont là, un nombre quelconque de macarons, ce que je veux. Ça c'est les coups possibles. Soit je prends que des cookies mais tant que je veux. Que des macarons tant que je veux, ou alors je prends des cookies et des macarons mais dans le même nombre chaque. 1 de chaque, 2 de chaque, 3 de chaque, 4 de chaque, le même nombre de chaque. Ok? C'est ça les trois coups possibles. Celui qui prend le dernier qui est sur la table, il a gagné. Alors on va essayer de montrer un genre de partie, là, un parti pour de faux. Donc, imaginons que, hop là, le premier, le joueur, là, il est pris, le premier, il prend un cookie, un macaron. Le premier joueur, il enlève un macaron. Que le deuxième, il décide d'en enlever, hop là, 5. Il en reste 4, ok. Bon, bah, le premier joueur va se dire, tiens, bah, moi je vais enlever un cookie maintenant. Et là, très malinement, le suivant se dit, tiens, je vais enlever 3 macarons et 3 cookies. Fouf. Et là, c'est à l'autre joueur de jouer. Qu'est-ce qu'il peut faire? S'il prend le macaron, bah, l'autre va prendre tous les cookies, il va gagner. S'il prend tous les cookies, bah, l'autre va prendre le macaron, il va gagner. S'il prend un seul cookie, l'autre pourra prendre à la fois un cookie et un macaron et gagner. Donc là, il est foutu. D'accord? Le joueur à qui c'est de jouer est mort. Et donc, bien évidemment, vous avez deviné, définir en fonction du nombre n et p, est-ce qu'il faut commencer? Et comment on fait pour être sûr de gagner? Ou est-ce qu'il faut laisser l'autre commencer? Et quelle est la stratégie pour l'emporter à coup sûr? Voilà, pour quelle valeur du nombre de macarons et de cookies? Et s'il y en a le même nombre au début, alors s'il y en a le même nombre au début, il faut commencer. Pas très dur, on prend tout, c'est terminé. Bon, s'il n'y en a pas le même nombre, à quelles conditions il faut commencer, à quelles conditions il ne faut pas commencer, etc., etc. Voilà, voilà. Vous voyez, par exemple, s'il y en a 2 et 1, il ne faut pas commencer. Parce que celui à qui c'est de jouer, là, il a perdu. Donc, il ne faut pas toujours commencer. Oui. Et donc, à vous de déterminer quand est-ce qu'il faut commencer, quand est-ce qu'il ne faut pas commencer. Ok, alors, on va se terminer avec la somme des puissances de chiffres. Alors, si on additionne les chiffres d'un nombre, puis on recommence, etc., bon, on obtient rapidement un seul chiffre qui se répète. Hein, je vais vous donner un exemple. Si j'ai 7, 5 et 9, j'ajoute 7 et 5, 12 et 9, 21. 21, 2 et 1, 3, 3, 3, 3, 3. Bon, alors, c'est pas très dur de vous montrer que, quel que soit le nombre de départ, si j'ajoute tous ces chiffres et que je recommence, j'obtiens toujours un seul chiffre qui est toujours pareil. Bon. C'est même le reste de la division du nombre de départ par 9. Enfin bon. Ok, alors maintenant, je ne vais pas faire ça, je vais prendre une puissance des chiffres. D'accord? Par exemple, le plus simple, c'est de prendre les carrés. Donc, je prends les nombres au carré et je les ajoute. Alors, j'ai mis quelques petits exemples. Par exemple, je prends 331. Alors, je prends 3 au carré 9, plus 3 au carré 9, plus 1 au carré 1. Ça fait 9 et 9, 18 et 1, 19. 19, cette fois, vous voyez, donc ça diminue. Mais par contre, là maintenant, si je prends 9 au carré 81, plus 1 au carré 1, j'obtiens 82. J'obtiens des nombres qui peuvent de nouveau augmenter. Vous voyez. Alors, 82, maintenant, si je prends 8 au carré 64, plus 2 au carré 4, j'obtiens 68. 68, je fais 36, plus 64, ça fait 100.
Ah, 100, bim, ça tombe sur 1. Donc des fois, je peux tomber sur 1. Ok? Alors j'en ai fait un autre, 367, on se rend compte qu'on tombe aussi sur 1. Et puis 379, on tombe aussi sur 1. Incroyable! Bon alors, on dit qu'un nombre, il est heureux si on finit par tomber sur 1. Ok? Donc tous les nombres ne sont pas heureux. Donc déjà, trouvez-moi des nombres heureux et des nombres malheureux. Des nombres heureux, en voilà. Et trouvez des nombres malheureux pour lesquels ça ne finit pas par tomber sur 1. Alors qu'est-ce qui se passe quand ça ne tombe pas sur 1? Ok? Et est-ce que vous pouvez trouver 2 nombres heureux qui se suivent? Ou est-ce que ce n'est pas possible? 3 nombres heureux qui se suivent? Ça semble dire qu'on doit pouvoir en trouver 2 si je demande 3. Enfin bon. Voilà, et puis alors après, essayez de regarder, est-ce que vous pouvez faire pareil avec les cubes? Est-ce que ça tombe forcément sur 1 ou pas? Qu'est-ce qui se passe si cette fois je prends la somme des cubes des chiffres? Ok, est-ce que ça peut partir à l'infini? Comment ça se passe avec les cubes? Et pour illustrer ce petit problème, cette petite solution, là, regardez ces 3 nombres-là, 331, 367, 379, il se trouve qu'ils apparaissent dans un extrait d'une série que j'adore beaucoup, qui s'appelle le Doctor Who, donc je vous passe l'extrait, c'est en anglais, mais comme vous parlez anglais, il n'y aura pas de problème, et vous allez voir qu'ils découvrent. Je vous laisse regarder. Martha, Riley, how you doing? Area 29 at the door 28. Yeah, you've got to move faster. We're doing our best. Find the next number in the sequence. 313? 331, 367. What? You said the crew knew all the answers. The clues changed since we set the questions. You're joking. 379. What? It's a sequence of happy climb. 379. Happy what? Just enter it. Are you sure? We only get one chance. Any number that reduces to 1 when you take the sum of the square of its digits and continue iterating until it yields 1 is a happy number. Any number that doesn't isn't. A happy prime is a number that's both happy and prime. Now type it in. I don't know, talk about dumbing down. Don't they teach recreational mathematics anymore? Keep moving fast as you can. Et voilà. Donc vous avez vu, il a reconnu que 313, 331, 367, c'était une suite de nombres heureux qui étaient premiers, et que le nombre premier suivant était heureux, était 379. Il est quand même super fort en maths, ce Docteur Who. Ok, voilà, donc c'est la fin pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je ne suis pas allé trop vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander à vos professeurs qui normalement ont tout compris. Et si jamais j'ai parlé trop vite et qu'il y a une petite imprécision, un truc que j'ai oublié de dire, vos professeurs m'en feront la demande par courrier électronique et je me ferai un plaisir de leur répondre. Donc voilà, je vous souhaite bon courage pour chercher tout ça. Amusez-vous bien, c'est le plus important. Faites-vous plaisir, choisissez les sujets qui vous plaisent, passez du temps dessus, discutez-en entre vous. Et puis j'espère qu'on se verra en visio, vous me raconterez tout ça et puis qu'on pourra échanger sur ces super sujets. Bon courage à tous, gros bisous et à bientôt.